Rififi chez Alpine, Laurent Rossi, le PDG de l'écurie française, a lancé un pavé dans la mare en critiquant sévèrement son management. Le patron Otmar Schaffnauer est-il sur la sellette? Qui pour le remplacer? La rumeur évoque un certain Éric Bouillet, notre team principal. Alors, info ou intox, on lui posera la question. Retour également sur l'époustouflante victoire de Verstappen à Miami. Pérez est-il définitivement KO? Comment expliquer l'inconsistance de Ferrari et de Mercedes? Enfin, pour ou contre le choix américain en marge de ce Grand Prix? Débat. Et puis breaking news, Imola est annulé, on en parle. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait la F1, troisième épisode, très heureux de vous retrouver, c'est chaque jeudi avant chaque Grand Prix. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne vidéo, à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo également, c'est important. Et puis vous nous retrouvez également sur Apple Podcast. Mon nom est Olivier Friguera et j'aurai le plaisir de vous réunir chaque semaine, ou presque, nos fanats du paddock. Une équipe qui brille par, vous allez voir, ces analyses très très pointues et absolument aucune mauvaise foi. Car, particularité, chaque chroniqueur est l'avocat d'une écurie et la défendra contre vents et marées. Pour arbitrer, comme chaque semaine, nos fanats du paddock, honneur à notre team principal, Monsieur Éric Bouillet. Bonjour Éric, Radio Tchèque. Bonjour Olivier. Éric, en tant que Tipeee, tu disposes de toutes les prérogatives d'un team principal. Tu peux attribuer des drapeaux jaunes en guise de carton jaune, en fait. Bien sûr. Et puis, tu peux également envoyer un stand à nos chroniqueurs s'il est passage en appuyant sur le bouton box. Et puis, si Laurent t'énerve, comme il y a 2 semaines, tu le renvoies à la maison avec le drapeau rouge. Ça marche. En plateau, il est fan d'une écurie dans la tourmente cette semaine. Monsieur Guillaume Pommier de Training You. Bonjour Guillaume, start-up du village SCA. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as beaucoup à dire cette semaine. À tes côtés, notre polémiste de la F1, indécrottable fan de Lewis Hamilton et de Mercedes, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, depuis le studio du village SCA, il administre le village SCA, il vote rouge chaque semaine, à chaque Grand Prix. Monsieur Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Est-ce que Pépone a mis encore un bulletin rouge dans l'urne? Buongiorno a tutti. Alors ça, c'est pas Pépone, ça c'est Don Camille. Il défend l'église Ferrari, Don Camille, depuis de nombreuses années, mais il a beau aligner les cierges pour essayer de faire gagner Leclerc. Les victoires se font encore rares. Ça va, père Alain Di-Duca? On a pris ici le petit gris-gris qui va changer le cours de l'histoire. Ouais, la vieille casquette. En tout cas, ça n'a pas marché à Imola. On va venir dans un temps, puisqu'on vous l'a dit en breaking news. Qui te dit, c'est le début d'une nouvelle ère Imola, puisqu'il n'y a pas Imola. Voilà. Lavé par les eaux. Lavé par les eaux. Voilà, exactement. Et quant à moi, je demeure un fan absolu du meilleur pilote du plateau. Je le dis chaque semaine. Bien sûr, Fernando Alonso. Alors, allez, petite breaking news. Ça vient de tomber au moment où on enregistre cette émission. On enregistre le mercredi, exceptionnellement à cause de l'Ascension. Le Grand Prix d'Imola est c'est officiel, les amis, annulé. C'est officiel. Alors, quelles conséquences concrètes il y a? Oui. Ouais, juste pour dire quand même que oui. la news, moi je l'ai lu 3 fois, 4 fois, et en fait j'ai été obligé de me faire expliquer par Eric entre les lignes, parce que nulle part il y a écrit que c'est annulé, quoi. Il y a écrit not to proceed. Tu vois, c'est pas, non, en fait, tu vois, c'est entre les mots, c'est quand même fantastique. C'est du langage légal, donc en fait, il va sûrement y avoir quelques petits règlement de compte derrière les coulisses, et effectivement, pour une fois, c'est pas un attaché de presse qui a écrit le communiqué, c'est les avocats. Parce qu'il va y avoir certainement des compensations financières. Exactement. Entre les droits télé, entre les sponsors, entre les billets qui ont été vendus par milliers. Oui, et puis les équipes sont déjà sur place, donc il va y avoir sûrement effectivement des compensations financières. Voilà, et le principal danger, ça reste quand même pour le public. S'il y a une motivation première pour annuler ce Grand Prix, c'est la présence de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et on ne peut pas prendre le risque de... Non, a priori, la météo va s'améliorer au cours du week-end, mais c'est plutôt le risque, effectivement, de gérer tous les spectateurs, et puis de se disperser, puisqu'il y a quand même besoin aussi, il y a des gens qui sont dans la détresse, donc il est peut-être plus important aujourd'hui de se concentrer sur les gens qui en ont besoin. Voilà.
Donc, il y a 1 mètre d'eau sur le circuit, quand même, à certains endroits déjà. À proximité, il y a un cours d'eau il y a un cours d'eau qui contourne le circuit. Et on a vu des photos tout à l'heure. Il y a des endroits où le parking, les camions sont au milieu. Il y a 1 mètre d'eau. Donc, que même, quoi qu'il en soit, pomper, évacuer. Alors qu'il y a des gens qui sont, comme le disait Eric, dans la misère, dans une situation très, très périlleuse, dans la région d'Émilie-Romagne, à côté. Donc, tu vois, c'est compliqué de dire on fait un Grand Prix à cet endroit-là, alors que des gens ont certains d'endroits où dormir, quoi. Une petite déception du côté des Rouges, les amis, le circuit Enzo et Dino Ferrari, c'est à la maison. Heureusement, il y a encore Monza dans quelques semaines. Oui, mais nous, on partage la décision, qui est d'abord d'aller au secours de la population locale avant d'aller porter secours finalement, en tout cas, d'assister Lapsus. Porter secours à Ferrari, on a bien compris. Bon, on va pas... Aïe. Ouais, non, mais... Bon, vous comprenez notre déception, c'est surtout de ne pas voir briller sur ce circuit, en tout cas à la maison, les Ferrari, bien sûr. En tout cas, on est sûr que vous ne pourrez pas vous planter cette semaine sur les pronostics. On enchaîne avec le sujet principal, on refait la F1. Cette semaine, le torchon brûle chez Alpine. On l'a dit en préambule, Réfifi chez Alpine, Laurent Rossi, le PDG de la marque Alpine, a poussé un énorme coup de gueule il y a 15 jours au micro de notre confrère de Canal+, juste avant le départ du Grand Prix de Miami. Je le cite, alors attention, écoutez bien. Ce que je constate, c'est que bien sûr, il y a un manque de performance, un manque de rigueur dans l'exécution, mais potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait par le passé par cette même équipe. Je n'ai pas aimé, il insiste, il en remet une couche, le premier Grand Prix, car il y a eu beaucoup, je suis désolé de le dire, de dilettantisme, qui a conduit à un résultat qui n'est pas le bon, médiocre, mauvais, qui s'appelle sortir la sulfateuse. Alors j'ai regardé sur le petit Robert la définition du dilettantisme, ça fait mal. Dilettantisme, en un mot, c'est l'amateurisme. Otmar Schaffnauer, le directeur d'équipe, a été grandement fragilisé par ces critiques. Dès lors, les rumeurs n'ont pas tardé à annoncer son remplacement dans les prochaines semaines. Et puis, il y a un nom qui est sorti, qui s'est répandu telle une traînée de poudre sur la toile. Un certain Éric Bouillet, notre type principal. Alors, Éric, question simple, oui ou non, as-tu été contacté par Alpine ? Non. Merci, c'est la fin de cette émission. Donc voilà. mais je t'ai répondu franchement. Après, la F1 restera la F1. Ce sont des générateurs de rumeurs. C'est quand même des gens qui vivent ensemble dans un. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comment est née cette rumeur ? Il n'y a pas de fumée sans feu, parce que mon nom a dû circuler effectivement lors de discussions. Ce qui est inhabituel aussi, c'est la prise de parole de Laurent Rossi. Quand on critique pas son équipe comme ça de manière très ouverte. Alors c'est pas uniquement fragiliser les gens en interne, mais c'est aussi créer un climat un peu malsain, je dirais. Et surtout, la F1 est un microcosme particulier. Si vous voulez construire une équipe qui gagne, il faut recruter les meilleurs ingénieurs, il faut les faire travailler ensemble, il faut que tout le monde s'aime et s'embrasse, en gros. Du coup, là, en fait, les gens, les meilleurs ingénieurs vont dire « je reste où je suis, je vais peut-être pas rejoindre Alpine parce que c'est quand même un peu brut. » Voilà. Ouais, c'est un management particulier. Et surtout Enstone. Voilà. Enstone, c'est particulier. Ouais, surtout que tu l'as dirigé, Enstone. Oui, mais c'est pour ça que la rumeur est sortie. Mais avant d'être sachant qu'en McLaren, plus, tu étais chez Lotus, qui était... la rumeur vient du fait que Alpine a voulu un projet français, franco-français, avec 2 pilotes français. Donc ils se sont dit, quelqu'un qui a déjà dirigé l'écurie qui est français, pourquoi pas lui ? Alors je vois Guillaume dodoliner, il est impatient de réagir à toutes les critiques acerbes qu'on a envoyées sur Alpine. Mais franchement, Guillaume, quelle mouche a piqué le PDG d'Alpine Laurent Rossi pour avoir aussi sorti la sulfateuse à quelques heures d'un Grand Prix ? C'est vraiment contre-productif. Il a raison, Eric. La mouche n'a pas piqué seulement Laurent Rossi, la mouche a piqué l'ensemble de l'écurie depuis le début de saison. Il y a 500 millions d'euros qui ont été engagés par le groupe Renault. Et clairement, les résultats ne sont pas... conforme aux attentes et aux moyens engagés. Moi, je comprends totalement sa sortie. Je ne suis pas 100% aligné avec ce qu'a dit Eric. Hop. J'ai le droit. Mais je vais revenir dictatorial, tu vois. Mais je vais revenir après sur la rumeur. En tout cas, sur mon envie, même si la rumeur a été démentie. Sur Laurent Rossi, moi je pense que c'est plutôt salutaire. À court terme, ça a plutôt bien marché à Miami. La sortie, elle s'est faite dans le cadre du Grand Prix et le Grand Prix a été plutôt réussi. Évidemment, si on prend en compte les moyens actuels, le Grand Prix a été plutôt solide. En tout cas, il n'y a pas eu d'erreur. On n'a pas eu un Bahreïn. Tu n'as pas Ocon qui est venu percuter Gasly, c'est ça ? Voilà. Exactement. Et on a vu d'ailleurs les Alpines qui étaient presque
en lutte avec les Ferrari, notamment celle de Leclerc. Donc on pourra en reparler avec nos amis rouges. Moi, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console, notamment quand je me compare avec les rouges. Ensuite, sur le moyen... Très solide. Ouais, drapeau rouge. Non, amazing. Sur le drapeau C'est rouge. très solide, c'est très solide. Sur le moyen et long terme, Ouais. j'entends ce qu'a dit Eric. On verra. On verra. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Je pense qu'il fallait un peu réveiller l'équipe. Ah oui, ça... C'est aussi le rôle d'un manager de dire quand ça va bien et quand ça va pas. Alors bien sûr, devant la presse, c'est un peu différent. Mais à moyen et long terme, on verra. Et je finis en réagissant par ma volonté à la rumeur la rumeur de la semaine. Moi, je serais ravi de voir Eric Boullier rejoindre l'écurie alpine pour deux raisons. La première, c'est qu'Eric a déjà démontré son professionnalisme, son talent dans le monde de la F1. Et deuxièmement, bien sûr, on a une équipe française, on a l'équipe de France de la Formule 1, on a 2 pilotes français, et il nous faudrait un team principal français pour les manager au mieux. Bon, écoute. Monsieur Pommier, là, aujourd'hui... Attends, voilà. D'abord, Oui, monsieur Pommier, donc, si on regarde l'enregistrement de la dernière émission, votre satisfaction alpinesque pendant cette émission, et là, maintenant, vous dites que Laurent Rossi a raison de taper du poing sur la table, il faudrait être cohérent. Premier point. Deuxième point, l'aspect un petit peu manche à balle vis-à-vis de notre team principal, certainement... Manche à balle. Je ne connais pas cette expression. Non, mais c'est vrai que la comparaison avec Ferrari fait mal quand même. Ouais, mais il ne faut pas trop se comparer à Ferrari. Hein. Je rappelle que Alpine a 8 points. Alpine a 8 points. Donc on parle pas tout à fait de la même chose. Et sur les 8 points, les 6 derniers points, les 6 points qui ont été... en une seule course, les 6 points ont été pris sur les 8. Aussi, autre chose, Grosjean n'a pas 8 points, juste pour... Grosjean préciser. Grosjean semble être d'accord, en tout cas lui aussi, avec Laurent Rossi. Je ne sais pas si vous avez entendu son interview. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait le sentiment chez Alpine qu'il y avait des vieux de la vieille qui sont là et qu'il serait temps peut-être de les changer. Je ne sais pas si vous aviez vu cette interview-là sur Canal. Alors, en tout cas, celui qui est pointé du doigt, c'est Otmar Schattenauer. Pourtant, c'est Rossi qui l'a été le chercher et il n'a pas tari d'éloges à son sujet. C'est vrai qu'il a une plutôt bonne... Tu le connais mieux que nous, Eric. Il a plutôt bonne presse. Il a passé 12 ans chez Force India. Il a fait des choses formidables avec peu de moyens. Il a même réalisé, on peut dire, des miracles avec les moyens qu'il avait à l'époque chez Force India. Il a réussi surtout à absorber les difficultés de cette écurie et permettre l'arrivée d'Aston Martin. Oui, non, c'est ce qu'il a réalisé chez Force India à l'époque, au Racing Point ensuite, et Aston Martin, effectivement, c'était plutôt exemplaire. Je veux dire. Ouais. Ils avaient eu des gros problèmes financiers, et lui, il a réussi quand même à porter l'écurie. Ils ont réussi à faire des résultats assez exceptionnels, vu le budget, et surtout être réguliers. Et au championnat, si on regarde l'évolution de Force India, ils étaient régulièrement la 5e équipe, ce qui était déjà extraordinaire par rapport à leur budget. Ouais. Après, Otmar, effectivement, l'étape au-dessus, c'est-à-dire le team principal, le rôle là aujourd'hui, il est entre l'enclume et le marteau, entre l'écurie et la marque alpine, on va dire, les Français. Et c'est pour ça Enstone est particulier, parce qu'ils ont été longtemps gérés, ils ont changé plusieurs fois de propriétaire, et il y a quand même une empreinte très française à Enstone, et du coup, c'est quand même un bastion anglais, comme on dit. Avec deux quartiers généraux, un en France et un en Angleterre, et c'est vrai que c'est parfois difficile entre le moteur et le châssis de faire créer une synergie. Laurent, ta réaction, et c'est malheureux pour Schaffnauer, parce que la référence pour Rossi, c'est Aston Martin. Il dit, mais arrêtez de dire qu'on n'a pas de moyens. Et c'est vrai, dans cette interview, il dit qu'on a plus de moyens, parfois même qu'Aston Martin, ils sont devant nous. Et finalement, si Aston Martin est là aujourd'hui, c'est aussi grâce au team principal aujourd'hui d'Alpine, à Schaffnauer, qui a été recruté, et on a vu le résultat aujourd'hui. Ouais, non, moi, ce que je veux juste dire, c'est... Je suis pas d'accord avec mon collègue quand il dit Laurent Rossi a raison de gueuler. On voit les résultats qui sont obtenus, parce que je pense pas que quand tu gueules en début de Grand Prix, les résultats obtenus sur ce Grand Prix-là ont un impact. Donc je pense par contre que le fait, à un moment donné, de dire un certain mécontentement, et il y a un objectif, il faut se rappeler que ce qu'a dit Alpine, c'est on a 100 Grands Prix pour être au top niveau. Hey. Le quota est bien entamé. Voilà, exactement. Donc le nombre, on est plus proche de la fin que du début. Et vise le championnat à bout de son long. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Donc je pense qu'il a raison de se dire...
Le petit bémol, c'est que si Ocon ne rentre pas dans le derrière de Gasly Grand Prix d'avant, finalement, les résultats sont pas si mauvais que ça. Ils se retrouvent 5e et 8e ou 5e et 9e, tu vois. C'est le début de saison est pas aussi catastrophique que ça. Donc ça se joue aussi à pas grand-chose non plus. Donc après... Ils ont quand même régressé dans la hiérarchie. Ils étaient dans le top 6 régulièrement l'année dernière. Là, ils sont plutôt difficilement dans le top 10. Est-ce que Rossi n'est pas agacé aussi par la fin de la saison l'année dernière, où on a vu le départ d'Alonso et la signature de Piastri? Est-ce quelque part, même s'il n'était pas en première ligne, il sert un petit peu de fusible, l'ami Chavnoer? Oui, c'est possible. Alors, pour revenir sur le top 6, il n'y a qu'une équipe qui est passée devant Alpine, c'est Aston Martin, avec ce gros gap en avant, mais sinon... On va passer que devant Alpine, je te rassure. Voilà, ils sont passés aussi devant Ferrari et Mercedes, effectivement. Voilà. Donc, c'est ça qui fait un peu mal. Mais c'est ça qui fait un peu mal à Alpine. Mais sinon, il n'y a pas de recul dans la hiérarchie, excepté face à Aston Martin. Alpine à la régulière, ils sont entre 8 et 10, et c'est la 5e force, devant McLaren évidemment, et pour préciser... c'est pas dur effectivement en ce moment, et ils ont 14 points, égalité avec McLaren, et ils vont certainement les dépasser bientôt. McLaren est vraiment dans... Et pour revenir sur l'épisode Piastri-Alonso, c'est vrai que ça fait un peu mal quand vous avez votre pilote principal qui part chez Aston Martin, et en plus Aston Martin fait le gap en avant. Alonso n'est pas totalement écarté de ce progrès. Ça peut faire un peu mal, mais encore une fois, je suis prêt à dégainer le drapeau jaune. On a l'équipe de France, on a 2 pilotes français, c'est une très belle story. Il manque plus qu'Éric Boulier pour la compléter, et du coup on y va. Go en avant, on attend Eric et tout va bien marcher. Bon, en tout cas Laurent Rossi, c'est pas la première fois qu'il a un management assez électrique, dirons-nous. Il a coupé pas mal de têtes depuis son arrivée. On pense à Cyril Abitboul, l'ancien DG d'Alpine. On pense à Martin Budkowski, qui était une figure d'Estone également. Alain Prost. Et on pense à Alain Prost, le directeur non exécutif. Ça y va, quoi. Ça veut dire qu'il a la capacité de dégager aussi les vieux dont il a fait le ménage. Il a fait le ménage quand il dit qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Je cite la citation je cite Alain Prost. La volonté de Laurent Rossi, c'est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Voilà. C'est compliqué de répondre à tout ça. Après, effectivement, il y a malheureusement des égos, il y a malheureusement effectivement aussi le côté passionné et passion. C'est-à-dire que la F1, on ne peut pas gérer une écurie en étant fan de F1. C'est pas possible. Et donc, il faut être rationnel. Après, effectivement, si on veut être sur la photo, il faut le gérer soi-même. Et voilà. Et tu nous disais lors des épisodes précédents que le système d'Alpine est assez problématique. Et son vrai problème, c'est le management. Il y a trop de patrons, en fait, au sein de cette écurie. Disons que c'est compliqué d'avoir plusieurs patrons. Donc, après, ils ont quand même simplifié, on va dire, au final. Après, effectivement, il faut aussi donner un peu de temps à l'écurie. Ça ne se construit pas en quelques mois. Après, il y a des ratages. Alors oui, c'est vrai que la saison n'est pas terrible, qu'ils ont un peu régressé, que je pense que, quand je parlais d'ego, l'effet Aston Martin, effectivement, ça ne plaît pas. Mais bon, Aston Martin a, comme on l'a dit la dernière fois, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont changé la philosophie aérodynamique, ils ont recruté différemment. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils ont fait un pas en avant. Ça aurait pu ne pas marcher, ça a marché, tant mieux pour eux. Et à l'initiative de l'actuel team principal d'Alpine, ce qui est un paradoxe. Pour conclure, Guillaume. Je vais juste réagir. On parle beaucoup du dilettantisme et puis de l'opérationnel. L'amateurisme, oui. L'amateurisme, si vous voulez. Mais en fait, le premier levier, c'est un vous collectif. Le premier levier mis en avant par Laurent Rossi, c'est le manque de performance. Il a dit on a un déficit de performance et d'exécution. La performance, c'est pas forcément lié à ce qui se passe aujourd'hui dans les garages. C'est lié à ce qui s'est passé pendant l'hiver et au fait que Alpine n'a effectivement pas développé la voiture aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Alors, quel autre candidat on pourrait, si Schaffnauer est sur un siège hectare, on pourrait imaginer? Est-ce que un Binotto qui a été conduit de Ferrari, les Notifosi, et qu'est-ce que vous en pensez de cette autre rumeur qui circule et auquel je n'accorde peu d'intérêt? C'est un second choix, évidemment. Ce serait un second choix. Le premier choix on a compris. doit venir du pays. Ouais. Tu laisses parler un peu les tifosi, parce qu'on les a délocalisés, mais quand même. C'est sur Alpine aujourd'hui, les gars. C'est ça que je comprends. Enfin, non, je sais pas ce que tu en penses. C'est clair. Pardon. En tout cas, je sais pas forcément... Tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend, bien sûr. Oui, non, mais je disais que c'était une émission sur 100% Alpine aujourd'hui. Mais d'ailleurs, moi, j'avais aussi une question avant de répondre à la tienne.
Mais j'ai compris que Alpine allait changer son simulateur, ou en tout cas, j'ai compris que son simulateur, c'était un simulateur qu'ils avaient acheté à McLaren. Il y a 20 ans. Et son simulateur il y a 20 ans. Enfin non, ils l'ont acheté il y a 10 ans et il a 20 ans, c'est ça, non? C'est moi qui l'avais acheté. Donc tu l'as connu. C'est toi qui l'as vendu? Ah non, mais... Non, je l'ai acheté. J'étais chez Lotus à l'époque. Donc si ça donne... Ouais, donc on voit qu'il y a quand même un déficit et des choix qui ont été faits depuis qui ne sont pas forcément de bonne loi. Après, c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir... il faut libérer la créativité de l'entreprise sans que les gens aient peur. Et c'est là la susceptibilité, ou en tout cas la sensibilité qu'il faut avoir quand on manage une écurie. C'est compliqué. Les ingénieurs peuvent prendre des risques, mais il faut qu'ils sachent que si ça marche pas, on va pas les virer. Tout. Tu veux, pour conclure, les Ferrari Boys? Ouais, non, je partage aussi ce que disait Eric, c'est que ça me semble compliqué de faire du management d'équipe en passant par la presse, quoi. S'il a un truc à dire, il le dit directement aux personnes concernées. On se croirait chez Ferrari, c'est dingue. Non, c'est vrai. Ah non, mais j'en peux plus, moi. Non, on se barre. Bien, on se barre. Non, mais là, on va se... Non, mais oui, et donc... Effectivement, je pense que ça a été assez maladroit. En tout cas, je ne sais pas qui le message était adressé. En tout cas, s'il est adressé aux équipes, je partage l'idée que c'est pas comme ça qu'on remotive une équipe. On lave le linge sale en famille et pas devant la presse. Moi, je suis d'accord. Bon, écoutez, on aura une réponse très rapide. Retour à présent sur le Grand Prix de Miami, à défaut de parler d'Imola et la domination à nouveau insolente des Red Bull. Une domination, on peut dire qu'elle est inédite. Quelle victoire encore de Verstappen, une nouvelle fois au-delà de Red Bull. Jamais l'écurie de Red Bull a autant dominé la F1 à ce point-là. Même je trouve qu'elle domine encore plus que du temps de Vettel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent. Oui, je suis assez d'accord. C'est assez impressionnant. Il y a une stat qui est sortie qui est géniale, où on compare, alors ça va pas plaire à nos amis italiens, mais où on compare finalement quelles sont les équipes qui ont le plus de différence à 5 Grands Prix du début de la saison entre cette année et l'année dernière. Et tu te rends compte que, en fait, ils ont 70 ou 75 points de plus Red Bull que l'an dernier, puisqu'ils avaient fait un départ de saison catastrophique. Oui, ils avaient cassé les moteurs, ils n'avaient pas fini. Et à l'inverse, Ferrari avait été très bon, puisque c'était les premières victoires. Et c'est vrai qu'il y a ces deux équipes qui se sont complètement inversées. Et ça fait un départ. Ils ont déjà quasiment le double du troisième, quoi. Tu vois, donc t'as l'impression qu'ils sont irrattrapables, quoi. C'est vrai, Laurent. Et on a l'impression que le fossé qui a été creusé est tel qu'aucune victoire ne pourra leur échapper cette saison, hormis peut-être annuler un Grand Prix suite à une inondation. Mais voilà. Mais sous mécanique ou un accrochage, quoi. Ils en ont encore sous le pied. Oui, alors moi je vois les choses un peu différemment. Je pense qu'ils ont une super bagnole. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé, New Way a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose dans l'aérodynamique qui est valable. Je pense que c'est indiscutable. C'est bien parce que moi j'aimais bien faire Mercedes. J'aime bien Ferrari aussi, mais j'aime bien Mercedes. J'aime bien Mercedes. Et je sais qu'à chaque fois on me disait ouais, mais Mercedes c'est imbattable, ça rend la Formule 1 chiante et tout ça. Et je comprends aujourd'hui les gens qui se disent finalement ils vont gagner tous les grands prix cette année. Ça a été le cas pendant quelques années. Donc bon, néanmoins, il y a deux choses. Je pense qu'ils ont on a toujours dit que le meilleur duo du paddock, c'était quand même Hamilton-Russell. Finalement, ils ont un duo qui est pas mal. Parce que si tu regardes en nombre de points engrangés, ils s'aiment pas. Verstappen aime personne. Ouais. Malgré tout, ils ont un duo qui est très solide. Les deux se battent. Ce qui est joué par Pérez derrière, je dirais en roquet, en chien qui a envie de mordre et qui a envie d'aller... Finalement, il ramène des points. Après, moi, je dois dire que heureusement, et je le disais tout à l'heure en début d'émission, en préparant l'émission, heureusement que Leclerc se sort en Q3, parce que sinon la course aurait été vraiment monotone. Et surtout, je pense qu'on aurait vu un Verstappen qui finissait avec un tour et demi d'avance sur tous les autres, quoi. Là, ça a permis d'avoir un départ incroyable. Et drapeau rouge et donc... Oui, donc en fait, ça, c'est la Q3 a été annulée sur le classement, et donc Verstappen était 9e. Donc il a fait une remontée incroyable. Ce moment magique de la cool room, où il discute avec ton ami Alonso, et où il lui dit alors, tu me disais, quand est-ce que tu allais me voir dans tes rétroviseurs au 25e tour? Finalement, c'était le combien? 13e, 14e? 15e tour.
Et donc c'était 14e tour. 14e tour. Ouais, c'est impressionnant. On l'a dit, tu l'as dit, la victoire de Verstappen a vraiment été impressionnante. Quelle remontée, tu l'as dit, partie 9e de la grille de départ, le tout en pneus durs en plus. Donc on a changé ensemble pendant le Grand Prix Eric. Comment expliquer une telle domination, une telle facilité de la part de Max, tout simplement? On en a déjà parlé, mais ils ont réussi en fait à... On disait au téléphone du talent pur. Tout mettre, oui, il y a ça. Aujourd'hui, Max est au top de sa forme, de sa motivation, de son talent. Mais la voiture, elle est parfaite dans le sens où elle a de l'appui, elle a peu de traînée. Ils ont en plus augmenté l'efficacité du DRS. Et donc, ce qui fait que sur toutes les actions, que ce soit principalement tous les tracés, ils seront devant tout le temps. Fabrice. Après, effectivement, le fait des pneus durs, c'est quand même... C'est un choix stratégique. Ils ont réussi à faire fonctionner les pneus durs aussi sur la voiture. C'est là où ils font la différence avec les autres. Toutes les planètes sont alignées. Voilà, exactement. Tout est aligné et tout fonctionne parfaitement. Fabrice, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le double, et qui vous a tellement fait un petit peu mal, j'imagine, c'est le double dépassement entre Leclerc et Magnussen, où il arrive à les doubler à l'extérieur, s'il vous plaît, en pneus durs. Il y avait le DRS, mais... Ça vous a fait un peu mal. Double aspiration plus le DRS, oui. En fait, il a volé littéralement, quoi. Il a volé. Et en fait, je dirais même que c'est une supériorité quasiment embarrassante pour toutes les écuries. Et même vis-à-vis, j'allais dire, de son coéquipier, parce que même si Pérez était plutôt bon ces derniers Grands Prix, sur celui-ci, lui aussi n'a pas résisté à la supériorité de Max, quoi. Enfin, donc, oui, c'est assez perturbant. Et effectivement, sur le dépassement dont tu parles à l'instant, c'est quand même c'est double aspiration plus DRS. Voilà, quoi. Là, on voit vraiment l'effet DRS dans Camille et l'avantage, parce qu'il double Magnussen avec facilité, qui a lui aussi le DRS ouvert, alors que Leclerc, lui, a le DRS fermé. Oui, tout à fait. Enfin, moi, ce qui me choque le plus ou ce qui me dérange le plus, c'est une supériorité gigantesque. On ne voit pas sur quel Grand Prix Red Bull pourrait être battu. Et je dirais même, peut-être Monaco, à la rigueur, mais en dehors de ça, ils sont capables de tout ramasser cette saison-ci, et l'écart est tel que je ne vois pas comment on peut ramarrer Red Bull. Voilà. Il faut recruter Binotto. Et donc, non, mais sans Red Bull, le championnat pourrait être intéressant. On a des équipes qui et très incertain finalement. Et Alonso serait champion du monde. Mais il y a quand même aussi. Oui, il serait les troisièmes. Attends, on n'en est qu'à la 3e ou 4e course. Arrête, il est encore champion du monde, quoi. Laurent. Ouais. Quelque chose qui pourrait se produire, et ça, Eric pourrait le confirmer, mais on sait que y a quand même une réduction du temps de soufflerie pour Red Bull. Ils ont une réduction budgétaire aussi, et peut-être que la fin de saison pourrait être un poil plus compliquée. Ils auront déjà gagné, ils auront déjà gagné le championnat au milieu de la saison, mais la fin de saison, ils pourraient peut-être laisser la place à d'autres, parce que les autres vont continuer à progresser, eux risquent d'être, je sais pas. Donc il y a quand même toujours un effet, on va dire, plateau, c'est-à-dire que les écuries vont améliorer forcément leur voiture. On a vu beaucoup de dégradations sur les pneus, sur les voitures qui n'étaient pas bien forcément nées en termes de design. Donc ça va se corriger. Donc forcément, il va y avoir un rapprochement des performances. Un nivellement par le haut. Oui, un nivellement par le haut, mais... oui, là, aujourd'hui, je crois que Red Bull a sorti une copie parfaite, en fait. Mais au-delà du talent, et Guillaume, tu peux réagir si tu le souhaites, comment expliquer, au-delà du talent pur de Max, il a été éblouissant, comment expliquer qu'une remontée, encore une fois, en pneu dur, en face, on a un Pérez qui est en pneu médium, qui, sur le papier, doit être plus rapide, et en pneu dur usé, parfois, Verstappen allait plus vite que Checo en pneu dur neuf, ce qui est complètement dingue. Et en plus, est-ce que c'est pas une erreur de stratégie de la part du côté de l'écurie de Pérez, qui n'a pas vraiment creusé l'écart au début sur Alonso. Alors je vais réagir à ça juste après. C'est intéressant, cette différence de stratégie qui provient justement de la différence en qualification. Mais avant, juste pour prendre un petit peu de recul sur la Formule 1 de manière générale, dans ce sport, il y a toujours eu deux types d'années. Des années où il y avait plutôt des équipes qui se battaient de manière serrée, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et il y a souvent des années ou des périodes où il y a une grande domination d'une écurie.
C'est pas la première fois dans l'histoire et ça arrive régulièrement. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on change la réglementation régulièrement. Il y a toujours une écurie qui s'en sort beaucoup mieux que les autres, qui la comprennent mieux. Donc, il y a eu les années McLaren avec Senna et Prost qui raflaient tous les grands prix ou presque de la saison. Il y a eu quelques années Williams. Il y a eu les années Ferrari, évidemment. Et plus récemment, Red Bull et Mercedes. Donc, en fait, on a juste démarré un nouveau cycle à partir de l'année dernière. Ce cycle va continuer jusqu'en 2026, il me semble. Donc, on aura Red Bull généralement devant. Et puis, au fur et à mesure du rapprochement de cette date-là, eh ben, les équipes vont se rapprocher, comme on a vu lors du précédent cycle. Solide. Et au moment effectivement où les équipes étaient un peu proches, en 2020-2021, plusieurs équipes pouvaient gagner un Grand Prix et se battre pour les podiums. Bon, il y avait Red Bull, Mercedes, il y avait aussi McLaren, il y avait Alpine qui revenait. C'était sympa. Exactement, Ferrari était bien aussi. C'est là que Ocon a gagné, par exemple. Tu vois, voilà. Un peu comme ça qu'il pouvait gagner. Après, mais qu'est-ce qu'on fait ? On change la réglementation et on crée de nouveau un écart. Donc bon, je ne suis pas surpris. Là où il y a une déception, c'est qu'on s'attendait à ce que justement le nouveau changement de réglementation permette plus de batailles. Mais les équipes contournent la réglementation, en fait, et l'aspect, on ne peut pas suivre. Alors, le plus gros problème pour moi, ce changement de réglementation, c'est que le changement de réglementation, on les a tous entendus dire sur les 2 derniers Grands Prix que finalement il y avait eu très peu de dépassements. Bakou, c'est astronomiquement peu. Alors que le circuit, il y a quand même des très longues lignes droites et tout ça. Et tout le monde a dit dirty air. Donc alors qu'en fait, la réglementation, elle était contre ce dirty air. Donc en fait, on est en train de... En fait, on a... Mais pour revenir donc à la question que je te posais, Guillaume, est-ce que Pérez n'a pas été un peu trop conservateur ? Eh ben, je pense que si, et on dit oui. Alors moi, je suis pas d'accord avec Laurent quand il dit si Verstappen avait été en pole, il aurait pris 3 tours. Non. Moi, je pense que la domination sur le premier stint de Verstappen provient du fait qu'il est en dur, qu'il a une stratégie différente de Pérez. Sinon, il serait parti en médium comme Pérez. Et il s'avère que les durs ont mieux fonctionné. Enfin, les médiums ont mieux fonctionné à la fin qu'au début. Du coup, évidemment, c'était plus rapide, c'est vrai, mais il avait aussi la meilleure stratégie et il a très bien tenu les durs, c'est vrai aussi. Et pour rappel, il est tombé des trompes d'eau le samedi soir à Miami, ce qui fait que ça a lavé la piste et effectivement, du coup, ça a changé un peu l'approche des pneus. Il n'empêche, il y a 2 côtés du garage chez Red Bull, on en parlait avec Laurent. Checo n'a pas forcément été informé de la remontée fulgurante de Verstappen et il aurait pu pousser un peu plus fort. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, encore une fois, de cacher des choses à Checo au profit de Verstappen, Laurent ? Et l'endormir, dirons-nous quelque part, Checo pendant le Grand Prix. Il a été endormi par son écurie. Alors, moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mon point de vue, c'est que c'est l'écurie Red Bull est intégralement dédiée à Verstappen. Donc, Checo ne pourra récupérer que les miettes. Donc, après, qu'on n'ait pas donné toutes les informations, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué, les deux côtés d'une équipe. Mais je pense que là, tu vois, c'était... En tout cas, là, il est sorti du Grand Prix, il était KO. Ouais. Il a accusé un peu le coup. Il était... C'est un vrai coup au moral, effectivement, pour Checo, ce Grand Prix. Ouais. Parce qu'il fait quand même la pole. C'est lui qui a la tête du Grand Prix sur quelques tours. Et il se fait effectivement... L'immense majorité des tours. Ouais. C'est dingue. Donc, c'est dingue. Ouais. Est-ce que la différence aurait été si grande s'il avait eu la même stratégie, donc les médiums avant et les durs J'en serais étonné, mais après... Après, il y a aussi le fait, rappelez-vous, ils sont dans la voiture, ils doivent manager les pneus, comme on dit. Et ils ne savent pas forcément si l'équipe, en tout cas, ne les aide pas ou ne les supporte pas. Oui, il a une stratégie qui est définie avant le Grand Prix. Si vous poussez trop fort pendant 3 tours, ça se trouve, vous perdez 10 tours après. Donc, de toute façon, il a perdu. Oui, il a perdu, de toute façon. Allez, après Red Bull, qui tout a réussi il y a 3 semaines, on s'intéresse aux 2 autres écuries de pointe, Ferrari et Mercedes, qui sont très, pour le moins, irrégulières, vous allez voir. On le disait dans le sommaire, Ferrari et Mercedes ont été particulièrement inconstantes durant ces derniers Grands Prix. Celle de Ferrari, on commence avec vous, les amis, les rouges, a été plutôt décevante après les progrès à Bakou. On avait retrouvé le sourire et on est loin de la 2e place, notamment pour Leclerc, les amis. Oui. Tu veux démarrer ou pas ? On a failli prendre le... Non, c'est sûr que c'est très compliqué pour nous. Les autoflagellations, allez. Et surtout pour... Allez, non, mais déjà... Effectivement, un Charles Leclerc qui sort en Q3, on a le sentiment, alors est-ce qu'il est à la limite de la voiture ou à la limite de son pilotage ? On peut se poser la question, effectivement, et de façon très légitime.
Ensuite, sa voiture, j'imagine que même si on arrive à la réparer pour la course, elle est sûrement moins performante que celle qui était configurée au moment où il est arrivé à Miami. Et puis, il disait une chose il disait également une chose sur Canal, hein, c'est que sa voiture frottait dans les virages à haute vitesse, quoi. Donc, on sent là, voilà, on sent une forme de régression. Mais de nouveau, c'est peut-être lié au crash qu'il a eu juste avant. Hein. Beaucoup de rebond. Donc, on voit une Ferrari une Ferrari effectivement qui avait même du mal à doubler une Haas. Donc, j'ai rien contre Haas, d'autant plus qu'il y a un moteur Ferrari dedans. Mais enfin bon, les blagues à part, c'est sûr que c'est assez choquant de voir la performance des Ferrari sur ce Grand Prix. Ouais. Ah, la colle au cul de l'Haas, je dirais que ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il me semble réellement dans le dur. C'est-à-dire, on ne sent pas une analyse très claire pour dire on va améliorer ça ou ça. C'est bon nulle part, en fait, à la réflexion. Donc, c'est ça qui est très inquiétant. Avant, on disait, les Ferrari usent les pneus. Les Ferrari sont pas bonnes du tout. Il faut le reconnaître. Non, mais on sait faire profil bas. Je vois le. Ouais, leur petit sourire. C'est rien. Non, attends. On sait faire profil bas. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande. Si j'avais à dire quelque chose, je demanderais même aux pilotes de faire profil bas, parce que après le Grand Prix, d'aller les voir poser avec les acteurs américains, j'ai trouvé ça ultra choquant. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais 5e donc pour Carlos Sainz, 7e pour Charles Leclerc. Alors, tu l'as dit, difficulté à doubler une Haas, qui est quand même une Ferrari bis. Ça fait mal au cœur. Pas de rythme en course. On sentait vraiment qu'ils étaient, perdus. Et puis on le dit quasiment à chaque émission, est-ce que Leclerc ne va pas un peu trop à la limite? On sait qu'il y a une vraie différence avec Sainz, qui est vraiment paumé en ce moment. Il a fait une grosse faute il y a 15 jours. Hein, une grosse faute. Il a fait une faute. Il a été trop vite dans les stands. Donc ça lui a perdu. Il a été rétrogradé. Mais est-ce qu'il a tendance à pas aller... Verstappen a su gommer les fautes qu'il faisait en début de carrière et qui aujourd'hui fait qu'il est champion du monde, en plus d'avoir la meilleure voiture. Ouais, mais là, petit commentaire, c'est logique qu'un pilote qui est un gagneur comme Charles surconduise à certains moments, fasse ces erreurs-là. La Ferrari serait devant, Charles ne ferait pas d'erreur, c'est tout. C'est très différent de conduire quand on est avec une voiture qui est devant que de conduire quand on est avec une voiture qui est derrière et quand on a vraiment la rage de gagner, comme la Charles. Surtout, effectivement, quand on voit les commentaires de Sainz, la voiture, elle est quand même assez difficile à conduire, elle est assez survireuse, comme on dit dans le jargon. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est facile dans ce cas-là de faire des erreurs, quoi. Je cite Leclerc, il va falloir qu'on trouve quelque chose. On était totalement à côté de la bonne fenêtre d'utilisation des gommes, donc ça semble être vraiment le vrai problème. Sainz, qui est encore dans le dur, on l'a compris. Il a toujours du mal il a vraiment pas tiré profit des erreurs de son équipier, hein, Laurent. Sainz, c'est définitivement le numéro 2 de Ferrari. Ouais, bon alors, je connais ton point de vue là-dessus. Bon, il a fini devant, hein, ça a été sa seule chance, ça a été ça, hein, donc il l'a saisi. Après, il est nulle part, hein. Il y a aucune brillance, dans ce Grand Prix, tu vois, ce Grand Prix, je pense qu'il est très 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 dur pour Ferrari, quoi. Ce qui est une bonne nouvelle selon moi. C'est une bonne nouvelle parce que de commencer dans le dur et de progresser, on va dire super, c'est Vasseur qui l'a fait et ça va pouvoir insuffler peut-être quelque chose de meilleur. Alors que quand il y a un nouveau Tipeee qui arrive et un nouveau patron même carrément d'écurie qui arrive et que finalement tout va bien et puis après tu retrouves dans le ventre mou là et c'est très dur avant de remonter, je pense que c'est peut-être salvateur pour Ferrari. Allez, on arrête de tourner. S'il lui laisse le temps. Ouais. Guillaume. Juste pour finir, pourquoi en fait on pense que le week-end de Ferrari est très mauvais? Parce que Leclerc n'est pas à sa place, il n'a pas tiré l'équipe vers le haut. Sainz, il a fait un week-end à peu près à la Sainz. Il est classique, il est à sa place, il s'est plutôt bien qualifié, il termine 5e. C'est plutôt solide, on va dire, il a fait du Sainz. Mais ce qui cache la forêt Ferrari, c'est l'arbre Leclerc, qui généralement surperforme. Et vous pouvez pas toujours surperformer et sans vous cracher, c'est ce qui s'est passé en Q3, il est toujours à la limite, donc forcément il surcompense, je suis d'accord avec Alain, et c'est ce qui se passe, et au final on a Pierre Gasly qui termine à 2 secondes de Leclerc, donc l'Alpine est vraiment presque devant. Solide, fallait réussir à la placer. J'adore, ça c'est franchement bravo, s'il a réussi à replacer son Gasly quand même. Ouais, c'est énorme. Alors, vous avez entendu la rumeur sur Sainz qui irait chez Alpine? Chez Alpine, arrêtez. Oui. Il est parti de chez Renault, il a été viré de chez Renault pour. Bref, j'y crois pas une seconde. La F1 aime bien se refaire. Ouais. Mercedes, c'est classé. Alors, attends. C'est intéressant comme le nombre. Normalement,
tout ce bruit, ce brouhaha, c'est la silly season, quoi. Ces moments de, tu vois, c'est l'été, c'est l'été, quoi. Là, on est très en avance, hein. Ça peut laisser un été improbable. Il y a une tendance, c'est quand même Nick De Vries qui pourrait pas forcément faire encore 4-5 grands prix. Ça, par contre, j'y crois, ça va. Chez AlphaTauri. Ça, par contre, il y a une cote Ricardo. Il a un début de saison compliqué. Exactement. Non, mais surtout, docteur Helmut Marko, et ça rigole pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas toi, t'as pas le droit de. Si, on peut pas. Allez, limite, tu vas pas parler pendant moins une minute. Alors, on va assez parlé de Ferrari, par contre, Mercedes, donc tu reparleras plus tard. Russell 4e, Hamilton 6e. Plutôt une bonne course d'Hamilton qui est parti 13e. Mais on l'a vu encore, un comportement assez erratique de Mercedes. Il se cherche encore. On attendait avec impatience. Il y a pas mal d'évolutions qui étaient attendues pour cette course à Imola. On a senti comme Lewis assez désabusé, Eric. Je ne veux pas parler au nom de Laurent. Il va parler dans une minute. Il est puni encore une minute. Non, en fait, oui, tant que forcément, la domination de Red Bull rend forcément les autres encore plus désabusés. Et surtout, ils sont dans le dur. Quelqu'un comme Lewis, ils sont dans le dur. Ils ont fait un changement de direction technique. En tout ça. Oui, mais il faut faire. C'est un management qui est différent. Mais il faut être patient parce qu'il y a des budgets de cap, parce qu'une voiture, si elle est une seconde derrière, il n'y a pas de secret. Trouver des dixièmes, tout le monde le fait tous les week-ends, donc trouver le double de dixièmes par rapport aux autres, comme on dit, il faut se lever tôt le matin et puis il faut être un peu patient. Et voilà. Alors Laurent, Mercedes, écurie d'usine humiliée par une équipe cliente, Aston Martin, solide deuxième du championnat, ça fait mal quand même. Ouais, je pense que ça fait mal. Bon, après, il est flamboyant, l'Espagnol. Hein, donc, moi, je suis épaté par Alonso, donc je suis content. C'est très bien. Je te provoque, tu réagis même pas au quart de tour. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme Ferrari qui se retrouve derrière une As. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Non, mais non. Ce que je veux dire, c'est frustrant. Russell reste solide. Je pense que Russell reste solide. Oui, c'est beau. Hein, il part 13e. Il part 13e parce qu'il est quand même. Il passe pas en Q3, hein. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même revenir le truc d'avant. Tout le monde dit, super, il a fait une super course. T'imagines un champion du monde dans la deuxième ou troisième équipe du plateau qui n'arrive pas en Q3, c'est mauvais, hein. Ça fait mal. On a l'impression de revivre la saison de l'année dernière quand même, où là, ils comprennent pas la voiture. Un Grand Prix, ça a marché, et puis un autre, ça a moins bien marché. Je sais pas, Guillaume. Oui, je suis d'accord avec ça. Et on se demande s'il n'y a pas un problème motivationnel chez Hamilton, qui était habitué à se battre pour les podiums, les victoires et les championnats. Et qui se retrouve derrière et qui a un peu du mal avec ce manque de performance. Russell, lui, il vient de chez Williams. Il est plutôt content, il a une voiture meilleure, et puis il est motivé, il performe. Et c'est plutôt Hamilton qui est en retrait, en fait. Et j'appelle ça la théorie du coureur kényan, quoi. Les mecs qui courent sans oxygène, un jour tu les mets au niveau de la mer, et les mecs qui te fument. Là, c'est pareil, je suis entièrement d'accord pour Russell, quoi. Mais après, non, je pense qu'Hamilton, il a envie. Je crois qu'il a il a envie. Je pense qu'il aborde différemment. Je pense qu'il a compris qu'il gagnerait pas cette année, hein. Et donc je pense qu'il fait il y a un peu plus un travail de fond. Tu vois, là, il vient d'annoncer qu'il est en train de recréer une équipe avec un physio et tout, tu vois. Je pense qu'il se projette. Après, ça va être compliqué de se projeter 10 ans. Hein. C'est clair. Donc là, les cartes à jouer sont faibles. Alors, à votre avis, les tifosi, est-ce que ça vous concerne un peu, les difficultés de Mercedes ? Vous n'êtes pas tout seul cette saison. Allez. Mais attends, mais c'est quoi ces lancements toujours sur Ferrari ? C'est ça le problème. En fait, tu ne sais pas te retenir. Il faut gagner les grands prix, les amis. Non, mais Eric, est-ce que tu peux nous mettre un drapeau rouge, s'il te plaît, pour ça marche pas. Journaliste je peux pas sur le commentateur. Je peux pas. Non, mais on va le faire entre nous. Alors, non, je vais faire parce qu'il est Allez, c'est bon. Je me tais pendant 10 secondes. Non, mais c'est sûr que pour un pilote comme Hamilton, se retrouver dans la situation dans laquelle il est, je ne sais pas si c'est si simple que ça à gérer, surtout qu'on a été habitué pendant de nombreuses années à la fois à dominer grâce à sa voiture et à son pilotage, bien sûr, et puis à gagner les championnats, quoi. Donc, je comprends la situation difficile, d'autant plus que le dernier championnat où il avait failli gagner, c'est quand même Red Bull, et dans des conditions qu'on connaît, hein, qui lui est passé devant. Un vol, dis-le. Voilà. Donc, j'imagine que c'est très compliqué à vivre pour lui depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais, il doit y avoir quand même, Laurent, une très très légère baisse de motivation. Et en Formule 1, un petit détail, c'est 1 dixième, c'est 2 dixièmes, et c'est au bout du compte. Et il est avec Russell aussi, qui est vraiment très 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 bon. Ouais. Donc il est avec un équipier. C'est pas Bottas, Russell, hein, c'est autre chose. Donc ça lui crée 2 problèmes, quoi. Voilà. Non, en plus il dit dans la pente.
Ouais, en plus, il dit qu'il est pas bien dans la voiture. Hein. Il dit que sa position dans la voiture, il est mal positionné, alors que Russell, il lui dit qu'il est très bien. Donc, c'est sûr que normalement, la voiture, elle est faite pour le numéro 1, qui est a priori Hamilton. Donc, c'est compliqué. Après, ils peuvent très bien. Il a dit, ils ne m'ont pas écouté, j'ai beau leur dire, ils m'écoutent pas. La voiture, en fait, il est positionné à peu près 10 cm trop devant, selon lui. Et donc, il se sent pas bien dans la position dans la voiture. Je reviens sur la motivation. Il y a 2 précédents récents, Vettel et Alonso. Vettel, quand il pouvait ne plus gagner, il a été un peu démotivé. Il y a d'autres facteurs aussi, mais ça lui est arrivé, ce phénomène. Puis Alonso, à une moindre mesure, quand il était chez McLaren et que la McLaren était au fond de la grille, il était aussi un peu démotivé. GP Douanchin. Vous allez directement au box. Je n'accepterai aucune critique envers M. Alonso. Mais voilà. Mais bref, en tout cas, belle prestation d'Alonso, 3e comparé à son équipier Lawrence Stroll, qui n'est pas rentré dans les poids. On peut dire, est-ce qu'on peut penser qu'Alonso est candidat à la victoire cette saison Oui, à Monaco. Rendez-vous dans 15 jours, les amis. Des conditions particulières, effectivement. Pour l'instant, il y a quand même encore une abysse entre les Red Bull et les Aston Martin. Possible. Un Ricardo qui rentre dans le cul d'un Verstappen. Ricardo, il risque pas. Non, mais non, à Bakou. Tu vois, j'irais un accident et du coup, tu élimines ceux de devant et tu laisses la place à ceux de... Alors, on fera les pronos. On doit faire les pronos d'Imola. Comme ça, c'est Tsunoda qui gagne. En tout cas, c'était un Grand Prix, en tout cas pour ma part, que j'ai trouvé ennuyant. En tout cas, ils sont tous ennuyants quand Ferrari gagne pas, vous l'avez compris. Mais là, je pense que c'était aussi ennuyant pour Alonso. Oui. Alonso qui prenait le temps de regarder les écrans, enfin c'est tout juste. Des conseils à son coéquipier, il devrait régler comme ça. Là. C'est hallucinant. Parce qu'il n'arrivait pas à rattraper les Red Bull et personne ne le rattrapait, donc il était un peu seul sur un Allez, on enchaîne avec le spectacle offert en marge de ce Grand Prix de Miami. Et la F1 est de plus en plus un show, on se croirait à Hollywood. Et cela a froissé quelques-uns de nos chroniqueurs. Ils veulent en débattre. Dont acte. Les amis, est-ce que vous êtes pour ou contre la F1 américaine ? Quel spectacle au Hard Rock Stadium à Miami, près de 90 000 spectateurs, et que de stars, mieux que sur Hollywood Boulevard. Je cite Tom Cruise, Vin Diesel et Sir Williams. Une cérémonie de présentation de pilote juste avant le départ menée par LL Cool. Catastrophique. Là, c'est plus Miami, c'est Elon Musk, tu peux dire en loupe. C'est Ibiza. Est-ce que je peux terminer mon lancement, s'il vous plaît ? C'est incroyable. C'est Ibiza, Fabrice Alain. Et après, Laurent, tu pourras réagir. Oui, non, mais vas-y, je t'en prie. Je me dis que de temps en temps, il y a des désaccords entre Camillo et Pepone, et à mon avis, ce sera un désaccord. Je suis pour la formule avec le Grand Prix court et toi pas trop. Hein. Ouais. Et ici, moi aussi, j'ai trouvé le show à l'américaine. On rentre dans autre chose. La Formule 1 historique, c'est une Formule 1 du passé qui a ses aficionados, certes, mais aujourd'hui, il y a un nouveau public de Formule 1 à qui ça a dû beaucoup plaire. On est dans la civilisation, Instagram, TikTok et autres, et il faut en tenir compte. Donc, tout ce qui peut rapporter à la Formule 1, moi, je suis pour. Donc, voilà. Moi, je suis contre. Donc, je suis contre. Alors, même si j'ai trouvé que ce qui a été fait avec Netflix et toute cette surmédiatisation autour de la F1 a eu du bon, et c'est très clair, ça a permis de redynamiser, en tout cas, les Grands Prix et de faire venir de plus en plus de supporters. Toutefois, voilà, le show à l'américaine, les pop-up girls, les pilotes qui font leur show avant de monter dans leur voiture. Je suis pas sûr qu'ils eux-mêmes d'ailleurs apprécient ça. À part Hamilton peut-être. Voilà. Et donc de nouveau, je pense qu'on est dans une culture de l'éphémère. On est dans l'instantanéité. Tous ces gens-là qui sont attirés par ce show, c'est pas des supporters pour moi sur du long terme. Ils vont se lasser. Il y a un effet de mode. Et voilà, donc moi je trouve ça un petit peu dommage. On n'est plus dans du sport, ouais. On n'est pas au Festival de Cannes, on n'est pas à Ibiza, on est là pour regarder une course. Donc voilà, c'est... Laurent, ton opinion, est-ce qu'on perd un peu les valeurs sportives au détriment du spectacle ? Sachant que c'est des pilotes qui ont besoin d'être concentrés, avoir un grand prix, c'est un sport extrêmement dangereux. Il faut le rappeler, la Formule 1 quand même. Alors, deux choses. Moi, je pense que mettre du show, c'est bien. Tu vois, finalement de mettre de l'animation autour parce que c'est pas mal. Après, il faut que ce soit bien fait. Et mon problème, c'est que je trouve que c'est pas un très beau choix à l'américaine. C'est-à-dire que la présentation des pilotes, elle est nulle à chier. J'ai l'impression que c'est un mec qui a regardé un truc qui se passait à la télé, un film américain hollywoodien, et qui s'est dit je vais refaire la même chose et qu'il a raté quoi. Bon, alors je te passe le côté raciste de la présentation des pilotes. Hein. Moi, je serais Tsunoda, il est petit mais costaud quoi.
Mais où est-ce que tu peux te permettre de dire un truc comme ça sur un pilote? C'était mais vraiment, vraiment déplacé. Tu sentais que ça les faisait chier. Alors, pas tous, mais majoritairement, ça les faisait chier. Et je trouve que, tu vois, le mieux, c'était Verstappen. Je trouve qu'il a assez bien montré. Je l'ai trouvé assez fin, paradoxalement. Tu vois, il a fait ce petit sourire. Tu vois, j'ai du style, vous me faites chier, quoi. Je fais un sourire parce qu'on m'a demandé de sourire. C'est pas la F1. Et ça veut pas dire qu'on peut pas faire de choix à côté. Ça veut dire qu'on peut pas faire les choses. Mais par contre, tu coupes pas des bateaux avec une fausse marina. Fais des choses qui sont locales. Fais des choses qui sont. Va à Monaco. Non, mais exactement, va à Monaco. Je trouvais plus sympa la présentation avec une voiture l'an dernier qui avait des cornes. Je crois que c'était sur Austin. Oui. Austin, je trouvais que c'était plus dans l'air du temps, dans le côté. L'esprit country. Et tu dénatures pas l'ambiance de l'endroit, mais là c'était, là je trouve que c'est catastrophique. Fausse marina, ça va bien quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Voilà. Écoute, mais Guillaume, ton sentiment. Place aux jeunes, Guillaume. Oui, alors je pense qu'il faut maintenir un équilibre entre le sport et l'histoire du sport et le spectacle. Non. Ton avis, vraiment. Oui, mais alors moi je suis peut-être Oublie ta carte marketing. Je suis le plus jeune ici, mais je vais défendre, je serai peut-être le plus grand combattant du maintien des valeurs du sport et de son histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de spectacle, et je rejoins Laurent. La Formule 1 a toujours été un peu glamour, hein. Depuis 30-40 ans, à l'époque de Ben Ecclestone, c'était déjà ça. Il y avait les Grid Girls avant, alors on critique pas Pom Girls, mais il y avait les Grid Girls qui ont été enlevées. Ouais. Bon, ça a choqué personne. Si, il y a plein de gens qui le regrettent, hein. J'ai pas dit que je le regrettais. Mais il y a plein de gens qui le regrettent. Bon, en tout cas, ça a toujours été. Aïe. Mais ouais, mais je suis désolé. Mais il y a plein de gens. Formule 1 et spectacle, ça a toujours fait bon ménage, et c'est bien qu'il y en ait. Alors après, il faut pas que le spectacle. En fait, le spectacle doit s'arrêter là où commence le sport. C'est ça, en fait, la limite. Et il faut que les instances trouvent cet équilibre entre le sportif et le spectacle. Je pense que c'est très bien que la Formule 1 ait attiré un nouveau public avec Netflix et tout. C'est très bien. Moi, j'ai des jeunes plus jeunes que moi qui ont découvert la Formule 1 grâce à ça, tant mieux. C'est pas mon cas, mais tant mieux. Il y a de la place pour tout le monde. Ça a féminisé la Formule 1. La limite aussi peut-être. La limite, c'est que on doit quand même. C'est le respect du sport et de l'histoire du sport. Ouais, mais ça, ils s'en foutent. Ils veulent arrêter Spa. Ils ont arrêté le Grand Prix de France. Voilà. Ils veulent arrêter Monaco. Mais justement, donc c'est là où on a un problème. Où l'argent coule à flot. Mais justement, c'est ça en fait le sujet. En fait, là, on va parler 10 minutes de l'entrée des pilotes, mais il y a bien pire aujourd'hui. Il y a effectivement la disparition progressive des circuits en Europe. Historique, exactement. On a perdu le Grand Prix de France. On va peut-être perdre Spa. On se pose des questions sur Monza et Monaco. Voilà, ça, moi, ça m'interpelle beaucoup plus que les pop-up girls et l'entrée des pilotes. Le mot de la fin. Sans parler des courses sprint. Ou des grilles inversées potentielles. Le mot de la fin, c'est que c'est simplement des opinions personnelles. On aime, on n'aime pas. Aujourd'hui, la F1 appartient à un groupe de médias américains. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont faire machine arrière et retourner dans le passé. Ils vont plutôt aller de l'avant et faire un choix à l'américaine. Alors après, oui, les pilotes, ça a été très controversé. Ils n'ont pas forcément aimé l'entrée. Mais ce qui fait vivre un peu la F1 aussi, c'est, faut pas l'oublier, les sponsors, la médiatisation, et d'avoir des Vin Diesel ou des Tom Cruise. Forcément, je trouve ça plutôt flatteur pour la F1. Et il faut un mélange, effectivement. Il ne faut pas altérer le sport, ça je suis d'accord. Mais il faut aussi que la F1 évolue. Donc des pilotes qui sont là depuis 20 ans, il faut comprendre que la F1 il y a 20 ans, la F1 d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Allez, place à votre séquence préférée, je le sais, c'est le quiz F1. On enchaîne tout de suite avec le quiz F1, vous le savez, on pose des questions sur des pilotes, des circuits. Si vous répondez à la première question... Et le feu vert est parti. Si vous répondez à la première question, vous allez gagner 4 points. Deuxième question, 3 points, 2 points, 1 point. Un pilote. Guillaume est un bâtard. Attention, messieurs, un pilote. Je suis le dernier pilote engagé par Enzo Ferrari. Jean Alesi. Non. Donc, éliminé. Villeneuve. Non, éliminé. Mes écuries ont été, attention, Lotus, Williams, Ferrari et McLaren. Alain Prost. Non. Pour Lotus, hein, non. Jackie X. Non, il reste plus que Guillaume. Champion du monde en 1992. Nigel Mansell. Bravo, 2 points pour monsieur Guillaume. 1 point. Et la dernière, c'est 2 points. Parce que la dernière, c'était Moustache. Ouais. Voilà. Le célèbre et flegmatique Nigel Mansell. Et pas commode, hein. Non, pas très commode. Un pilote encore. Attention, messieurs. Mon père a été champion du monde. Damon Hill. Non. Rosberg. Non. Il tombe dans le piège. Ah non. J'ai piloté pour Renault F1.
Mon père a été champion du monde, j'ai piloté pour Renault F1. Villeneuve? Non. Non. Ah. Ah, tu vois, j'ai un trou. J'ai été remplacé par Romain Grosjean. Nelson Piquet. Oui, Nelson Piquet Jr., le fils de Nelson Piquet, le dernier élément. 2 points. Il est dégoûté. Ça a été dur, celle-là. C'était du sur-mesure pour mon Tipeee. Hein. Je l'aime bien. Donc voilà. Encore, il a galéré. La dernière, c'est Crashgate, évidemment, vous l'aurez compris. Nelson Piquet Jr. Angelo Piquet. Un dirigeant d'équipe cette fois-ci. Attention. J'ai débuté en rallye. Jean Todt. Jean Todt. Ah oui, évidemment. Ben oui. Voilà, il était Jean Magouille Todd. Non, On peut pas. Ah non, c'est pas possible. Ah non, j'adore Jean Todt. En rallye, j'adore. Mais les 406 MI16 qui disparaissent au Dakar et tout, c'est magique, quoi. C'est magique. Alors, les questions étaient, j'ai débuté en rallye, j'ai désigné le vainqueur par pile ou face, c'était à Dakar entre Jackie X et Vatanen. Et Harry Vatanen. Ouais, c'est Vatanen qui est choisi, hein. 5 titres mondiaux consécutifs, et enfin Michael est mon meilleur ami, effectivement. Il nous manque, hein, Michael, il nous manque. Une écurie, attention messieurs, Niki Lauda a été mon pilote. Ils ont peur de se faire éliminer. Hein. Ouais. Même les Ferrari se disent rien. Ils ont eu plusieurs. Non, on dit rien. Allez, marche. Première écurie championne du monde avec un moteur turbo. Renault. Ben oui. Ben non. Non, c'est Brabham. Williams. Oui, mais c'est trop tard. Ah oui, merde. Je porte le nom d'un pilote australien. Mais oui. Williams. Non, non, je l'ai dit en plus. Ah merde, mais c'est ce que j'ai pas entendu. Du coup, je peux le dire. Oui, On est loin, nous. oui, j'ai été racheté par Bernie Ecclestone. Donc, ils étaient quasiment à égalité, là. Il faut faire gaffe. J'ai pas pris les notes, mais bon, bref, voilà. Brabham, effectivement, qui a été racheté par Bernie Ecclestone et qui est une écurie qui a depuis disparu. Attention, un circuit. Ayrton Senna s'y est imposé à 6 reprises. Je l'ai déjà, mais j'hésite pas. Voilà. Qui a dit? Qui a parlé? C'est Alain qui a dit Monaco. Monaco. Voilà, mais... Abalto Ascari à Bulatas. Triple couronne, unique victoire de Jean-Pierre Beltoise pour revenir à la France, en tout cas. Je n'osais pas le dire. Il revient à la course, notre Pépone. Voilà. 31. Donc Camillo. Notre Camillo. Allez, la dernière. Je veux bien les points. Ouais, on prend les points à 2. Alors celle-là est un peu alambiquée, je veux bien le croire. Un pilote. Je suis issu de la Ferrari Academy. Il y en a quelques-uns. J'ai remporté 6 victoires. Charles Leclerc. Non. J'ai été viré par McLaren. Academy, Ferrari Academy. J'ai remporté 6 victoires. Il n'y a pas beaucoup des Ferrari Academy qui ont été chez McLaren. Hein. Et j'ai été viré par McLaren. Bon. J'ai été viré par Force India. mais non. Eh ben voilà. Eh ben 0 point. 0 point, c'était donc Sergio Pérez, Checo Pérez, qui a bien rebondi chez Red Bull. Donc c'est à nouveau notre team principal qui remporte ce quiz F1, si je ne me suis pas planté. Bravo, c'est magnifique. Et puis s'il n'a pas gagné, il a gagné quand même. Voilà. Tiens, un putain de brown nose, toi, alors. C'est vrai. Allez, on passe aussi aux pronos, non pas d'Imola, mais les pronos de Monaco. Alors en préambule, retour sur vos pronos du Grand Prix de Miami, on regarde. Oh là, je vais faire dans le simple, on va dire Max, Checo ça et Charles. Et tu prends plus de risques là, ça y est, terminé. Guillaume, un peu de fougue. Ouais, je pense que je vais quand même partir sur Max, qui voudra gagner ce nouveau Grand Prix. Allez, je vais dire Alonso en 2 et Checo en 3. Eric? Max, Checo et Alonso. Moi, je reste sur Charles, Max et Checo. Il va finir par gagner un jour. Je vais y arriver. Je vais faire un truc fou. Je te fais confiance. Leclerc, Pérez, Hamilton. De mon côté, je vais mettre Verstappen en premier, Alonso en 2 et Hamilton en 3. Et encore le type principal qui a gagné, bravo, il a donné dans l'ordre. Moi j'avais le podium. Verstappen, mais pour moi, je pense Pérez qu'il faut interdire Verstappen, Pérez, Alonso. Ah bon, d'accord. Non, mais à partir de maintenant, il faut l'interdire. Tu donnes, mais non, mais tu prends aucun risque. Pour le Grand Prix de Monaco, difficile. Hein. Non, tout peut arriver à Monaco. Tu fais 4, 5, 6 alors. Ouais, non, mais non. Alors, premier, deuxième, troisième. Dans l'ordre. Je veux pas dans le désordre.
Bon, allez, je vais être un peu original. Alonso en 1. Oh. Parce que s'il ne gagne pas celui-là, il n'en gagnera aucun. Perez en 2, Verstappen en 3. Ah oui. Bon, d'accord. Laurent. Moi, je prends que des risques depuis le début de la saison et j'en obtiens aucun. Donc, oui, j'en ai un où j'avais quand même le 1, 2 et 4. Allez, je vais dire moi aussi. Je vais dire Alonso, Hamilton, Verstappen. Un truc fou, allez. Eric. Leclerc, Alonso et Perez. Ça serait génial. Hein. Je serais tellement content pour Leclerc. C'est vrai que Leclerc, chez lui... Mais parce qu'aujourd'hui, les Ferrari sont quand même les seuls à faire des pole positions. Hein, donc, ouais. C'est clair. Monsieur le maire. Ah oui, c'est vrai. L'important, c'est la pole à Monaco. Non, mais je rejoins le pronostic d'Eric. Je dirais Leclerc, Alonso, Perez. Monsieur le maire, maintenant mon père. Mon père. Je dirais Leclerc, Perez, Alonso. Leclerc, Perez, Alonso. Et moi, je vais faire Verstappen, Perez, Alonso. Non, mais... On a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire. C'est pas. Voilà, et puis on verra. En tout cas, c'est la fin de ce 3e épisode dont on fait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. Merci d'être venus jusqu'ici en plateau. Merci les Ferrari Boys de supporter mes petites piques. Mais on vous aime, vous le savez. Oui. C'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné de toi. Voilà. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Non, la semaine. Dans 15 jours, après le Grand Prix de Monaco. Et on aura, j'espère, de bonnes surprises. Vous le savez, on fait la F1. C'est tous les jeudis soirs avant chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous nous retrouvez aussi bien sur YouTube que sur Apple Podcast. Merci encore pour votre fidélité et rendez-vous dans 15 jours. Salut. Salut.